Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc tout d'abord, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Didier pour l'invitation et bravo à Cyril pour sa présentation inspirante. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Carlos Mateus, je travaille depuis 12 ans chez Microsoft. Et avant ça, j'ai passé 8 ans chez Orange et je suis en charge des équipes, en charge du cloud chez Microsoft. Et donc ma mission au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la transformation numérique. Et c'est vraiment quelque chose qui est en très forte accélération depuis ces dernières années. Alors, est-ce que ça marche? C'est pas grave. Alors, quand on parle, alors j'ai prévu quelques slides pour appuyer mon discours. Donc, aujourd'hui, la transformation numérique, ce n'est pas un effet de mode, et c'est une vraie réalité dans les entreprises. Et aujourd'hui, c'est considéré comme la 4e révolution industrielle. Donc, la première, c'était le début de la production avec l'eau et la vapeur. La deuxième révolution, c'était la production de masse avec l'électricité et le pétrole. La troisième, c'était la production automatisée avec l'informatique. Et aujourd'hui, la quatrième, c'est vraiment la fusion en fait du physique et du digital en s'appuyant sur des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le cloud, etc. et la data. Donc c'est vraiment les... Ça marche. Donc, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu un exemple, notamment dans le secteur du retail, de ce que représente la transformation numérique. Ouais. Ah, petit problème technique. Attendez, je vais... Hop. J'ai l'impression que c'est le PC. C'est le PC? Plus de batterie sur le PC. Donc, ouais. Bon.
Oui, vraiment désolé. Bah, ça, c'est en train de redémarrer là. Ça recharge. Didier Didier Ça. Non. Euh, je fais un dernier essai et puis. Ah voilà. Allez, c'est bon. Hop. Ah, ça arrive. C'est parti. Bon. Alors, donc on va continuer. Donc vous avez bien vu dans dans la vidéo, donc vous avez bien vu en fait le mélange du physique et du digital, puisque finalement c'est deux copines qui doivent partir en vacances en Italie. Et donc une des amies veut acheter des vêtements. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son smartphone, via son assistant, elle recherche en fait des vêtements sur Internet. Son assistant vocal lui propose directement en fait des vêtements, lui propose un magasin, puisqu'il a directement la géolocalisation au niveau du magasin. La personne en fait se rend dans le magasin et là vous voyez finalement toute la personnalisation en magasin avec le conseiller qui finalement voit que la personne s'est connectée et lui propose directement en fait des vêtements qui conviennent à son besoin. Alors, donc aujourd'hui, moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup de clients. Et aujourd'hui, finalement, la transformation numérique, c'est la priorité numéro 1. Tous les PDG d'entreprise, tous les comités de direction, ils ont tous cette priorité à l'agenda. Et vous voyez, ce qui est intéressant en fait dans cette étude, c'est que c'est même devant tout ce qui est changement climatique et aussi changement démographique. Donc c'est vraiment la priorité numéro 1 dans les agendas des cadres dirigeants. Et pourquoi ? Parce que finalement, d'un côté,
ils ont extrêmement peur de se faire disrupter. Donc quand on regarde ici cette étude, 85% disent qu'ils doivent offrir des services numériques ou devenir obsolètes. 64% disent qu'ils ont moins de 4 ans pour le faire. Donc il y a vraiment urgence à accélérer la transformation numérique. Et en fait, j'ai mis quelques logos en bas. On a beaucoup parlé ce matin d'Amazon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs du retail sont en train de se faire pas mal chahuter par Amazon. Uber, quand Uber a été lancé à Paris, ça a complètement disrupté en fait les taxis G7. Ils n'étaient pas du tout prêts pour offrir des services innovants. J'ai mis aussi Airbnb, qui avait complètement disrupté aussi le secteur de l'hôtellerie, notamment avec le groupe Accor Hotel, qui a souffert aussi avec l'arrivée de Airbnb. Et d'un côté, donc, ils sont aussi extrêmement optimistes, puisque d'un côté, ils voient aussi le digital comme finalement de la croissance, de la profitabilité et de l'innovation. Et on le voit ici, 91% des chefs d'entreprise voient la transformation numérique un moyen de stimuler l'innovation et de trouver des gains de productivité. Alors, quand on parle de transformation numérique, on parle généralement de 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est la responsabilisation des employés. Donc là, l'objectif ici, c'est vraiment offrir des outils qui vont permettre de faciliter la collaboration, la communication, le partage d'informations, la recherche et tout ce qui va être aussi analyse de dashboard. Donc on est vraiment dans la productivité des employés. Le deuxième pilier, c'est engager les clients. Donc ici, l'objectif principal, c'est vraiment essayer de comprendre le plus possible les clients et leur offrir des services personnalisés. Je pense que Cyril l'a évoqué ce matin. Le troisième pilier, c'est optimiser les opérations. Donc là, on est vraiment plus dans la partie back-office. Donc on va essayer vraiment de automatiser les back-office. Donc dans le secteur du retail, ça va être la supply chain. Dans d'autres industries, ça va être moderniser en fait tous les environnements type SAP qui aujourd'hui alimentent les business process dans l'entreprise. Donc c'est vraiment toute cette partie où l'entreprise, l'enjeu ici, c'est de gagner en agilité. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est donc avec le digital, elles peuvent se faire disrupter à n'importe quel moment, mais l'urgence, c'est de savoir réagir vite. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises, elles ont du mal à développer de nouveaux produits parce que derrière, tous les back-office sont extrêmement lourds, pas agiles, et donc c'est un frein aujourd'hui à l'innovation des entreprises. Et le troisième pilier, c'est finalement, c'est comment je vais développer des nouveaux produits qui vont me permettre de développer du business au travers du digital. Donc là-dessus, il y a des exemples assez intéressants. La semaine dernière au CES, il y a Faurecia. Je ne sais pas si vous avez vu, Faurecia, c'est un équipementier automobile. Donc c'est eux qui fournissent tout ce qui est les tableaux de bord, les fauteuils dans les voitures, etc. Et de plus en plus, ils sont en train de réinventer la voiture de demain. Et donc on voit apparaître du digital, où finalement on voit des grands écrans apparaître dans les voitures avec des possibilités d'accéder à Internet, de faire du gaming. Et on va aller de plus en plus vers des nouveaux services qui vont apparaître dans la voiture. Donc un autre exemple intéressant, et je vais vous passer une vidéo, c'est Schneider. Donc tout le monde connaît Schneider Electric. Donc à la base, ils fabriquent, ils produisent des tableaux électriques, des interrupteurs, etc. Et de plus en plus, ils vont aller vers la fourniture de services. Et je vais vous passer une petite vidéo d'un projet qu'on a développé ensemble. Non, elle n'est pas là. Je vous la passerai après. Et vous voyez bien que ce qui est très important, c'est la donnée en fait. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, la donnée est extrêmement silotée. Et donc, si on veut que tout ça fonctionne, c'est vraiment réussir à avoir une donnée qui va circuler dans l'ensemble de vos business process. Alors, la transformation numérique, finalement, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur de la technologie, j'en ai parlé. Donc, c'est vraiment des technologies qui vont vous permettre de favoriser les changements disruptifs dans les entreprises. Et les technologies, en dessous,
c'est vraiment le cloud, donc ce qu'on appelle aussi le nuage. C'est la data et l'intelligence artificielle, la mobilité, les réseaux sociaux et l'Internet des objets. C'est vraiment ces technologies aujourd'hui qui permettent la transformation numérique dans les entreprises. Et aujourd'hui, finalement, le cloud, c'est vraiment le moteur de la transformation des organisations. C'est vraiment ce qui va permettre l'innovation. Si on fait un peu un parallèle avec ce qui se faisait dans le passé, finalement, à chaque fois qu'une entreprise voulait lancer un projet, il fallait provisionner des infrastructures, des serveurs, et tout ça, c'était extrêmement long. Donc là, ce qu'on appelle le time to market, la capacité à développer des produits, était extrêmement long. Là, finalement, avec le cloud, vous voulez lancer un nouveau service, un nouveau produit qui va s'appuyer sur le digital. Très rapidement, vous allez pouvoir accéder à l'information, aux services et à développer votre prototype. Je vais vous montrer une petite vidéo sur, finalement, c'est quoi le cloud. Et ça, c'est un exemple. Ce sont les data centers de Microsoft. Si ça vient. The Azure Cloud Platform is growing every day, adding new features and reaching new users. With a global data center presence that spans 54 regions, 70,000 miles of fiber, multiple subsea cable systems, and over 130 edge sites, Microsoft is constantly extending the reach of the cloud, bringing technology as close to our customers as possible. By designing and implementing faster, more energy-efficient hardware, our teams have increased data center performance. Alors, je vais passer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc en fait, ce que vous avez vu ici, ce sont en fait, quand on parle de transformation numérique, en dessous on a besoin de technologie. Et donc, les services qui sont fournis en fait sur vos mobiles, donc typiquement quand vous êtes sur Facebook ou sur Twitter, n'importe quelle application, bah finalement derrière ce sont des grosses infrastructures et c'est ça le cloud en fait. Ce sont des gros data centers dans lesquels vous avez des serveurs, du stockage, de l'énergie. Typiquement nos data centers, par exemple à Dublin, c'est la taille de 7 terrains de foot. Donc vous voyez bien que d'un côté, aujourd'hui, le rôle d'acteurs comme Microsoft, Amazon ou Google, qui fournissent aujourd'hui de la technologie, bah, leur métier aujourd'hui, c'est vraiment de fabriquer des data centers et de fournir des services. Donc bien entendu, tous ces data centers, et là vous me poserez tous la question du développement durable, donc on a annoncé justement donc, des objectifs extrêmement ambitieux, puisque d'ici 2030, nous serons carbone négatif. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. C'est vraiment de ne plus émettre de dioxyde pour préserver la planète. Bah, ça s'appuie vraiment en donc tous ces data centers sont alimentés par le soleil, par de l'eau au niveau du refroidissement. On avait lancé en France l'année dernière un pilote, je ne sais pas si vous avez suivi, avec Naval Group, où on a carrément plongé un data center sous la mer, donc justement pour répondre à ces enjeux de développement durable. Donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le marché, aujourd'hui plus de 90% des entreprises en France utilisent le cloud en fait. Donc tous les clients grands comptes. Alors pourquoi ils font ça? C'est parce qu'eux, ils sont vraiment dans une économie mondiale. Ils sont en concurrence avec des gros acteurs mondiaux. Et donc, ils ont besoin de servir leurs clients au niveau mondial. Et donc, ils ont besoin de s'appuyer sur des partenaires type Microsoft. Mais il y a aussi Amazon ou Google, qui sont les très gros acteurs aujourd'hui du cloud, pour justement les accompagner dans leur croissance au niveau mondial. Et être en mesure de fournir des services sur n'importe quel point de la planète. Donc on voit ici
donc des clients. Je peux citer quelques exemples. Typiquement, la SNCF, que tout le monde connaît, ils ont annoncé des objectifs extrêmement ambitieux de transformation numérique, puisqu'ils vont complètement moderniser toutes leurs infrastructures IT en migrant dans le cloud 60% de leurs applications d'ici 5 ans. Quand on regarde par exemple Renault-Nissan, donc on travaille beaucoup avec eux sur la voiture autonome et la voiture connectée. Donc là, pareil, demain dans la voiture, le business model de Renault, ce ne sera pas uniquement de vendre des voitures, mais ce sera aussi de développer des services que vous allez finalement consommer dans votre véhicule. Schneider Electric, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant, donc je le disais, mais je vous passerai la vidéo juste après. Aujourd'hui, ils sont en train de développer des services qui vous permettent finalement de piloter votre maison à distance, de piloter votre consommation d'énergie, de régler votre chauffage, etc., etc. Alors, quand on parle de cloud, quels sont un petit peu les facteurs clés de succès? Et ça va permettre de faire le lien avec la présence de cet après-midi. Aujourd'hui, pour réussir une transformation numérique dans les entreprises, il y a quatre enjeux. Donc, le premier, c'est vraiment de définir la vision et la stratégie. Le deuxième enjeu, c'est la culture. Donc là, il faut réussir à aller dans une culture beaucoup plus apprenante et où on va accepter le droit à l'erreur. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. En anglais, on dit souvent le fast and fail. Donc, c'est apprendre de ses erreurs, mais rebondir rapidement et aller vite. Et aussi, être dans une culture où on va être beaucoup plus dans une culture de l'expérimentation. Voilà, c'est la stratégie un petit peu des petits pas. Quand je veux développer un nouveau produit, je vais plutôt travailler en mode itératif et sortir plusieurs versions de mon produit avant de sortir la version finale. Le troisième élément, c'est vraiment le potentiel unique. Et là, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit au départ. La transformation numérique, c'est vraiment la fusion du physique et du digital. Donc, dans le secteur du retail, l'asset extrêmement important, c'est le magasin. Dans la banque, ce sera les agences. Il y aura toujours besoin d'un magasin, d'une agence, et il y aura toujours besoin de conseillers. Le rôle va évoluer, on ira beaucoup plus vers des rôles de conseil, plutôt que des rôles à faible valeur ajoutée, scanner un chèque ou éventuellement scanner des produits. Par contre, on va aller beaucoup plus sur des rôles de conseil. Et donc ça, c'est extrêmement important d'intégrer finalement dans votre transformation numérique ces assets, le physique. Et le dernier élément, c'est la partie capacité. Et ça, c'est vraiment, finalement, c'est la formation. Donc, comment, finalement, tous vos collaborateurs vont développer une culture du digital dans l'entreprise. Comment vous allez adapter vos processus et comment vous allez adapter votre organisation. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille énormément avec tous les clients sur cette partie formation. Donc, à la fois formés à l'acculturation au digital. Donc là, on travaille beaucoup avec les managers, avec les cadres dirigeants, pour qu'ils appréhendent finalement c'est quoi l'intelligence artificielle, quelles sont les opportunités, quels sont les impacts, comment demain vous allez intégrer ça dans votre organisation. Et on travaille aussi beaucoup sur, finalement, quand on parle de transformation numérique, on parle de logiciels. Donc de plus en plus, nos clients, finalement, avant un retailer, son métier, c'était uniquement de distribuer des produits. Un Renault, c'était de fabriquer des voitures. Donc demain, comme ils vont vraiment tirer parti du digital dans leur organisation, il faut vraiment développer des compétences logicielles, des compétences techniques qui vont permettre justement demain de développer des produits en tirant profit du digital. Et donc dans la formation, ça va être extrêmement important que tous les jeunes qui vont sortir de l'école, qu'ils aient tous finalement un vernis sur comprendre finalement c'est quoi le cloud, c'est quoi la data, c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi les réseaux sociaux. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment majeur pour que demain, finalement, quand ils vont arriver en entreprise,
ils puissent vraiment appréhender tous ces nouveaux, toute cette évolution et qu'ils puissent finalement avoir de l'impact au sein de leur entreprise. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Donc ça, c'est un petit peu finalement ce qu'on met en place dans les entreprises. On met tout un tas, en fait, on met en place des programmes de formation. Donc le premier, c'est vraiment développer une culture digitale. Donc là, on va travailler sur des programmes ambassadeurs. Donc Cyril en a parlé tout à l'heure au sein de Casino. Donc comment finalement des collaborateurs vont devenir un petit peu les ambassadeurs dans l'entreprise pour travailler sur cette acculturation. On va mettre aussi en place des écoles autour de l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a un gros enjeu. Finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Les cadres dirigeants ont quand même pas mal de difficultés à appréhender finalement ce que c'est, comment ça va s'intégrer demain dans mon entreprise, comment ça va faire évoluer mes business models. Et donc là, il y a tout un tas de formations pour les cadres dirigeants et les managers sur cette partie-là. Et le dernier pilier, c'est, comme le disait Cyril, les métiers vont évoluer. Et donc là, nous, on travaille beaucoup, typiquement avec les équipes informatiques, même dans l'informatique, avec la transformation numérique, les rôles vont évoluer. Et donc là, on travaille vraiment pour faire évoluer les compétences au sein des équipes IT. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et bon, et désolé pour les petits problèmes techniques, ça m'a un peu perturbé. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'avais une question autour de la sécurité du cloud. J'ai vu qu'il n'y avait que 90% des entreprises du CAC 40 qui étaient sur le cloud. Est-ce que ça veut dire que les 10 autres % ne s'y mettent pas pour des raisons de sécurité ? Et du coup, comment est-ce que les entreprises se protègent face à ça ? C'est une très bonne question. En fait, quand je parle de cloud, le monde sera hybride. Les entreprises continueront à avoir des applications, des données stockées dans leur entreprise pour des questions justement de souveraineté ou de données extrêmement sensibles. Donc ça, c'est le premier élément. Donc on sera dans des contextes de cloud hybride. Après, sur la sécurité en tant que telle, finalement, je pense que les clouds des grands acteurs comme Microsoft, Google ou Amazon sont nettement plus sécurisés que les data centers de nos clients, puisqu'il y a extrêmement de moyens, extrêmement d'investissements qui sont mis chaque année. Typiquement, chez Microsoft, on investit chaque année plus d'1 milliard de dollars dans la sécurité informatique. Donc on peut voir que nos data centers sont un peu comme des bunkers, sont extrêmement sécurisés. Donc là-dessus, tout est mis en œuvre pour pas qu'il y ait ce genre de problématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Alors, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Moi, je suis un peu resté sur ma faim. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus. Je vais donner des exemples en fait sur l'intelligence artificielle. Finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a 3 scénarios d'usage, si on peut dire ça comme ça. Le premier scénario, finalement, c'est les bots. Je pense que les bots, typiquement, c'est quand vous vous connectez sur un site web et que vous posez des questions. Généralement, derrière, c'est de l'intelligence artificielle. C'est pas quelqu'un qui vous répond, c'est plutôt quelqu'un, vous posez une question sur quand est-ce que je vais être livré de ma livraison, etc., etc. Généralement, ça derrière, c'est des bots, c'est de l'intelligence artificielle. Le deuxième scénario d'usage, c'est, on va dire, l'automatisation. Donc typiquement, il y a tout un tas d'actions qui aujourd'hui, dans l'avenir, vont être faites par des robots qui vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc là,
il y aura des gros changements hein, dans notre société, mais typiquement, on le voit dans des centres logistiques dans le secteur du retail. De plus en plus, vous avez des robots automatiques. Donc ça, c'est le deuxième scénario d'usage. Et le troisième, on va dire que c'est plutôt tout ce qui va être reconnaissance de la voix, de la vidéo. Donc typiquement en Chine, donc ça va un peu ça va vous marquer, mais en Chine, il y a une empreinte numérique. Donc en fait, ils utilisent votre photo. Et donc quand vous rentrez dans un magasin en Chine, il y a des caméras, vous êtes reconnu. Finalement, l'enseigne va savoir que vous êtes dans le magasin. Donc ça, derrière, c'est des algorithmes. Hein, et donc, derrière, le magasin va savoir que vous êtes dans le magasin et vous allez recevoir sur votre smartphone des produits, des campagnes promotionnelles, etc., etc. Voilà. Typiquement, on a travaillé avec un acteur de l'automobile. C'était intéressant. C'était sur une chaîne de montage. Et finalement, les monteurs, leur rôle, hein, c'est d'assembler les véhicules. Et donc, les pièces sont mises dans un bac en plastique. Et là, avec de l'intelligence artificielle, on arrive à voir s'il y a des pièces qui sont défectueuses. Et on s'assure aussi que toutes les pièces ont été correctement montées. Voilà, donc des exemples comme ça un petit peu d'intelligence artificielle. Après, vous avez aussi tout ce qu'on appelle le machine learning. Donc là, c'est finalement donc ça s'appuie sur la donnée. Et donc, ça va être comment finalement je vais exploiter la donnée dans le secteur du retail pour faire le lien avec ce que disait Cyril ce matin. C'est typiquement, Carlos Mateus, quels sont les produits qui vont l'intéresser. Et donc, derrière, ça s'appuie sur du machine learning. Voilà, 4 exemples un petit peu d'intelligence artificielle. Vous nous avez présenté les 4 piliers de la transformation numérique hein, et vous avez indiqué que l'un des piliers, celui qui consiste à optimiser les processus, oui. Le pilier back-office, était peut-être celui qui était le plus lourd aujourd'hui dans les organisations, avec la plus faible agilité et qui pouvait parfois porter le risque disruptif. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi c'est le pilier le plus lourd aujourd'hui dans les organisations, celui qui se transforme le moins vite, et ce que font les organisations pour se libérer de cette fragilité? En fait, ça vient aussi quand vous prenez les grandes entreprises françaises. Souvent, ces entreprises qui se sont construites aussi sous forme de fusion-acquisition. Il y a eu beaucoup de rachats. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui un petit peu les systèmes back-office, il y a extrêmement d'anciens systèmes. Et donc, c'est pas évident de les transformer, de les moderniser. Et après, un autre sujet, c'est aussi la donnée, en fait. Aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup d'entreprises, vous avez la donnée client qui va être dans le CRM. Vous avez de la donnée client, mais qui est plus liée au back-office, à la supply, par exemple. Et il n'y a pas forcément de lien entre les deux données. Donc l'objectif, c'est vraiment de réussir demain à avoir des back-office beaucoup plus agiles et surtout réussir à uniformiser la donnée pour que finalement demain, cette donnée, vous puissiez en fait l'intégrer dans l'ensemble de vos processus métiers. Parce que la transformation numérique, honnêtement, ça passe beaucoup par la data en fait. Juste en termes de culture numérique, vous avez parlé des grands acteurs du cloud. Oui. D'abord, moi j'ai découvert qu'Amazon, c'était quand même autre chose effectivement que du e-commerce. On est très petit, quoi, la France, là-dessus, sur les acteurs. Amazon, vous, mais OVH, c'est petit. En fait, aujourd'hui, on a 5 acteurs mondiaux. On a vraiment 5 acteurs mondiaux. 3 Américains et 2 Chinois, donc avec Alibaba et Tencent. La raison, c'est, vous avez vu tous les data centers, donc c'est vraiment aujourd'hui un business d'investissement. Il faut beaucoup de capex, puisqu'en fait, il faut construire énormément de data centers.
quand on regarde aujourd'hui, tous les acteurs du cloud, ils ont 10, 20, 30, 40 régions couvertes au niveau mondial. Ça représente 50, 100, voire 200 data centers. Typiquement, chez Microsoft, on a 54 régions et 200 data centers. Donc, ça nécessite beaucoup de CAPEX. On a investi les 5 dernières années plus de 15 milliards. Donc, ça veut dire que finalement, moi, j'adorerais que OVH soit aussi fasse partie en fait des acteurs mondiaux. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, ils sont extrêmement présents malgré tout en France, et ça, moi, je pense que c'est très bien auprès des PME et de certaines grandes entreprises. Mais derrière, il y a un risque de dépendance économique vis-à-vis des Américains, par exemple ou en fait, c'est une très bonne question. Finalement, il faut systématiquement réfléchir sur finalement la donnée, puisque le risque, il est surtout autour de la donnée, en fait. Il est surtout autour de la donnée. Finalement, demain, quelle est la donnée que je vais mettre dans le cloud? Et parce que je vais vous donner un exemple. Typiquement, quand vous confiez la donnée à un acteur du cloud, donc derrière les algorithmes de machine learning, finalement, vont apprendre les métiers. Donc, typiquement, quand vous confiez vous êtes retailer, vous confiez votre donnée à un acteur du cloud, avec nos algorithmes du cloud, on va apprendre le métier du retail. D'accord ? Donc, si vous tombez sur des acteurs du cloud mal intentionnés qui peuvent exploiter la donnée à d'autres fins, typiquement la publicité ou autre, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, par contre, si vous travaillez avec des acteurs du cloud où finalement leur business model ne s'appuie pas du tout sur l'exploitation de la donnée, alors je pense que dans ce cadre-là, c'est un bon moyen de préserver ce risque. Merci. Peut-être, non? À moins qu'il y ait... Pardon. Il y a Paul? Oui, bonjour, j'ai une question. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle à très court terme devrait être capable de faire des algorithmes autocorrectifs, donc adaptables. Y a-t-il une instance de régulation et peut-on être garant d'une certaine neutralité, si tant est que ça ait un sens, sur les effets de l'intelligence artificielle à grande échelle? En fait, je pense que donc nous, côté Microsoft, on est vraiment fournisseur de technologie. Donc c'est évident que il faut vraiment que faut vraiment qu'on soit dans un monde de confiance. Non, mais c'est extrêmement important. On touche à des sujets qui sont un petit peu sensibles. Donc il faut qu'on soit dans un monde de confiance. Et demain, finalement, les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur business model, il faut vraiment qu'ils fassent... Il y a un côté éthique qui est extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous, on prône chez Microsoft. Donc pour nous, artificial intelligence va avec éthique et avec confiance. Non, aujourd'hui... Non, aujourd'hui, c'est vraiment basé sur des contrats de confiance et d'éthique. Et je pense que c'est les contrats que chaque entreprise doit avoir et tous les acteurs du numérique. Alors, à la fois, cette approche sur l'éthique, on entend votre intention, cette nécessité, mais on a l'impression qu'on dit qu'on est dans la confiance et on y est. Nous, on est dans l'école de la confiance là, en ce moment. Ouais. Et est-ce qu'il vraiment il suffit de dire voilà, on fait confiance à chaque entreprise pour être là-dedans, ou est-ce qu'il y a vraiment un engagement et effectivement derrière des réactions en cas de manquement à ces engagements? Aujourd'hui, il n'y a pas de régulation mondiale sur ces sujets-là. C'est vraiment à chaque acteur du numérique, chaque entreprise, d'intégrer en fait l'éthique. Mais comme ça a toujours été en fait. Une entreprise, même il y a 50 ans, une entreprise a toujours fait les choses tout en respectant l'éthique. Et moi, je pense qu'il faut que ça continue.
Il n'y a pas besoin de régulation beaucoup plus forte. C'est que chacun prenne ses responsabilités et chacun fasse les choses en respectant l'éthique. Et pour moi, c'est du bon sens. De toute façon, il y a quand même une régulation par les contrats. Oui. Qui est quelque chose qu'on enseigne dans nos classes, notamment en culture économique, juridique et managériale, dans nos BTS, par exemple. Après, effectivement, chez Microsoft, typiquement, dans nos contrats, tout est clairement stipulé. Tout est clairement stipulé sur on n'exploite pas les données restent la propriété de l'entreprise. Et dans les clauses contractuelles du cloud, on respecte la privacy, on respecte le RGPD. Donc tout ça, c'est des choses qui sont toutes contractuelles. Merci. De toute façon, vous allez rester avec nous pour la table ronde.